Mon grand-père milliardaire me vit marcher en tenant mon nouveau-né et dit, « Marchez par ce froid? Pourquoi ne conduisez-vous pas la Mercedes-Benz que je vous ai donnée ?» Je répondis, « Je n'ai qu'un vélo d'occasion. C'est ma sœur qui a la Benz. » Il dit, « Je réglerai cela ce soir. » Puis la police arriva. « Pourquoi ne conduisez-vous pas la Mercedes-Benz que je vous ai donnée ?» La voix portait une sévérité assez tranchante pour fendre même l'air glacial de l'hiver. Le propriétaire de cette voix était mon grand-père. La vitre arrière de sa voiture s'ouvrit et il me regarda fixement. Le lait maternisé pour mon fils, Ethan, était presque épuisé. C'était la seule raison pour laquelle je me tenais dehors dans le froid mordant. Je serrais la poignée d'un vélo d'occasion qui avait crevé au moment où j'avais quitté la maison. Avec Ethan solidement attaché à ma poitrine dans un vieux porte-bébé, je marchais tandis qu'il me regardait en silence. Mon mari était à l'étranger, servant comme soldat de l'armée américaine. Pendant ce temps, je vivais chez mes parents, où mes parents et ma sœur cadette résidaient. Mais cet endroit ne fut jamais vraiment le mien. Mon indépendance fut systématiquement supprimée, et tout, de la manière dont j'élevais mon fils à chacune de mes actions, fut placé sous le contrôle de ma famille. Le symbole le plus cruel de cette domination était la voiture. C'était une Mercedes-Benz argentée que mon grand-père m'avait offerte pour célébrer mon mariage et la naissance d'Ethan. Il ne me fut jamais permis de toucher les clés de cette voiture neuve. Vous venez de devenir mère et vous êtes épuisé. Il est plus logique que votre sœur l'utilise pour que la voiture ne reste pas inutilisée. C'est ce que mes parents dirent. Et tout ce que l'on me donna fut un vieux vélo. L'apparition soudaine de mon grand-père fut complètement inattendue. Il sembla tout comprendre avant même que je ne mette les mots. Ses yeux allèrent et vinrent entre mon expression complètement épuisée, son arrière-petit-fils dans mes bras, et le vélo miteux à mes côtés. En réponse à sa question, je répondis d'une voix tremblante. Ce fut mon premier acte de résistance. Je n'ai que ce vélo. C'est Marie qui conduit la Mercedes. Ces mots changèrent tout. L'expression disparut du visage de mon grand-père, et je pus voir une profonde fureur s'installer dans ses yeux. Sans dire un mot, il fit simplement signe au chauffeur d'un geste. La portière de la voiture s'ouvrit. Ce fut la première porte me menant hors de cette situation désespérée. À partir de ce moment, ma contre-attaque et la nôtre commencèrent. Ceci est le récit de mon combat aux côtés de mon fils pour récupérer tout ce qui nous avait été pris. Alors que je m'enfonçais sur la banquette arrière de la voiture de mon grand-père, l'air chaud enveloppa mon corps gelé. Ethan dormait paisiblement dans mes bras, respirant doucement. Le simple fait d'être physiquement coupé du monde extérieur glacial me fit lutter pour retenir mes larmes. Le vélo fut abandonné dans la neige, comme pour symboliser mon ancien moi. Mon grand-père ne demanda rien tout de suite. Alors que la voiture commençait à avancer doucement, il se contenta de fixer mon profil en silence. Ce silence parut plus lourd que n'importe quel interrogatoire. Finalement, il parla. « Olivia, il ne s'agit pas seulement de la Mercedes, n'est-ce pas ?» Ces mots transpercèrent mon cœur. La peur refit surface. Je savais mieux que quiconque les conséquences de défier mes parents et ma sœur. Il m'avait qualifié d'ingrate et de mentalement instable, et l'avait même signalé à mon mari. Si je disais la vérité, il pourrait aussi essayer de me prendre Ethan. Mais les yeux de mon grand-père semblèrent voir à travers mon hésitation. Son regard se déplaça vers Ethan dans mes bras. Cette minuscule présence me donna le courage final dont j'avais besoin. L'avenir de cet enfant ne doit jamais être régi par cette maison. Grand-père, il ne s'agit pas simplement d'un problème familial. C'est un crime. Je le dis non pas d'une voix tremblante, mais d'un ton calme, stable et inébranlable. Je ne relatais que les faits, de manière concise et sans embellissement, la Mercedes qui m'avait été prise, le courrier qui était géré sans mon consentement, et la série de retraits suspects de mon compte bancaire personnel que j'avais maintenu depuis avant mon mariage. On m'avait dit que, comme je récupérais mal après l'accouchement, ma mère s'occuperait des courses et des tâches quotidiennes, et je lui avais donc confié ma carte, mais les montants retirés étaient bien trop importants pour être considérés comme des dépenses de subsistance normales. Alors que je parlais, ma voix retrouva progressivement sa force. Chaque fait individuel me força à reconnaître à quel point ma situation était vraiment anormale. Mon grand-père écouta en silence jusqu'à la fin. Lorsque j'eus fini de parler, il ne dit qu'une chose au chauffeur, « Dirigez-vous vers le poste de police. » Sa voix était froide comme la glace, remplie d'une détermination inébranlable. « Grand-père, s'il vous plaît attendez. Ne serait-ce pas trop ?
Que arriverait-il à? Peu importe ce qu'il m'avait fait, la peur d'accuser ma propre famille liée par le sang me prit. Mon grand-père me saisit fermement la main. Olivia, écoutez attentivement. Ils utilisent le mot « famille » comme un bouclier tout en vous volant, avouez à Ethan, votre avenir. Ce n'est plus une affaire de famille. Comme vous l'avez vous-même dit, c'est un crime clair et indéniable. Et vous pouvez être assuré, à partir de cet instant, vous et Ethan êtes sous ma protection. Ces mots étaient exactement ce que j'avais désiré entendre depuis si longtemps, et pourtant ce que personne ne m'avait jamais dit. Très bien, allons à la police. Je devrais aussi engager un avocat et les combattre. S'il vous plaît, ne voulez-vous pas m'aider? Ce n'était pas un plaidoyer. C'était une déclaration de ma résolution, adressée à un partenaire qui se battrait à mes côtés. Mon grand-père me regarda avec surprise, puis un fier sourire se forma lentement au coin de sa bouche. C'est ma petite fille. Bien sûr, j'utiliserai tous les moyens à ma disposition. Au moment où j'entendis ces mots, quelque chose qui avait été tendu en moi se rompit finalement, et une seule larme traça son chemin sur ma joue. Ce fut la dernière larme de faiblesse que je verserais dans cette histoire, et en même temps, la première larme de notre contre-attaque. Jamais auparavant un endroit comme un poste de police ne m'avait semblé aussi intimidant. Si mon grand-père n'avait pas été à mes côtés, j'aurais pu faire demi-tour à l'entrée. Lorsque la voiture s'arrêta sur le parking, mon grand-père me dit « Attendez ici un instant », et passa un bref appel sur son smartphone. Son profil portait le visage d'un négociateur froid et impitoyable, le même homme qui était devenu milliardaire dans le monde des affaires. « Olivia, il n'y a rien à craindre. La personne à qui je viens de parler au téléphone est votre avocat. Il soutiendra toutes nos actions du côté légal. » Ces mots me donnèrent un sentiment de réassurance, comme si on m'avait tendu un bouclier invisible. Nous entrâmes dans le bâtiment, expliquâmes brièvement la situation à la réception, et fûmes immédiatement conduits à une pièce privée. L'officier qui traita notre affaire était une policière expérimentée. Ses yeux avaient un ton quelque peu procédural, comme si elle traitait une simple dispute conjugale ordinaire. Alors, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Poussé par ces mots, je commençai à parler. Au début, ma voix trembla. J'étais sur le point d'accuser mes propres parents et ma sœur d'être des criminels. Cette réalité serra ma gorge de culpabilité. Mais le poids d'Ethan dans mes bras me força à continuer de parler. Je devais protéger l'avenir de cet enfant. Alors que je passais de l'histoire de la Mercedes-Benz à une explication détaillée du flux d'argent suspect de mon compte bancaire, le regard procédural disparut de son visage. Elle commença à bouger son stylo plus vite, me posant parfois des questions incisives. Vos parents vous ont-ils donné une explication pour ces retraits? Ils ont seulement dit que c'était pour les dépenses de subsistance de la famille. Vous a-t-on personnellement donné assez d'argent pour couvrir vos propres frais de subsistance? Non, on m'a toujours dit qu'il n'y en avait pas assez. Mon grand-père, qui avait écouté l'échange, intervint calmement, officier, ce n'est pas le seul problème. J'ai fait don à ma petite fille d'un fonds fiduciaire de 150 000 $ pour son avenir et celui de son enfant. Les documents auraient dû lui être envoyés aussi. Olivia, qu'est-il arrivé à cet argent? Au mot de mon grand-père, je secouai lentement la tête. Quoi? Je n'ai jamais vu ce genre d'argent ou de documents comme cela, pas même une seule fois. L'instant où il entendit ma réponse, l'expression de mon grand-père se figea. Il se tourna non pas vers moi, mais vers l'officier, et parla d'une voix basse. Je crois que vous comprenez maintenant. Il y a une très forte suspicion qu'ils ont dissimulé l'existence même des 150 000 $ qui auraient dû revenir à Olivia et qu'ils y ont également retiré des fonds illégalement. Avec cette seule déclaration, l'atmosphère de la pièce changea complètement. Les yeux de la policière se durcirent d'intensité. Il ne s'agissait pas d'une simple dispute financière entre parents et enfants. C'était un cas d'exploitation calculé et malveillant. Elle sembla pleinement convaincue de ce fait. Lorsque tous les témoignages furent terminés, l'officier posa son stylo et me regarda fixement. Merci. Je suis désolé de vous faire revivre quelque chose de si douloureux. Nous avons officiellement accepté votre rapport. Nous allons immédiatement ouvrir une enquête en tant qu'affaire pénale avec de fortes suspicions de vol et de fraude. Ces mots signifièrent que l'immense pouvoir de la loi avait finalement pris mon parti. Lorsque nous quittâmes le poste de police, le ciel avait déjà commencé à s'obscurcir. Nous montâmes dans la voiture de mon grand-père et nous nous dirigeâmes vers son domaine. C'était dans une direction complètement opposée à la maison où vivaient mes parents. Grand-père,
Que va-t-il se passer maintenant? Ma voix trembla d'anxiété. Nous agirons conformément à la loi. C'est tout. La réponse de mon grand-père fut concise. Pourtant, dans ces quelques mots, il y avait un poids qui suggérait qu'il avait anticipé toutes les issues possibles. L'avocat viendra vous voir dès demain matin. Et il y aura aussi une autre personne, un expert comptable judiciaire spécialisé dans les crimes financiers. Il retracera minutieusement le flux d'argent. Nous découvrirons tout ce qu'ils ont pris. Le moindre centime. Il n'y avait plus aucune trace de réconfort dans ces mots. C'était une puissante déclaration prononcée par un commandant se préparant à la guerre à venir. Peu de temps après, la voiture passa les portes du domaine de mon grand-père, un endroit que j'avais visité de nombreuses fois enfant. C'était un refuge sûr pour mes souvenirs, rempli de la chaleur d'une cheminée et du parfum de vieux livres. Le personnel nous salua discrètement et nous guida vers une chambre où un berceau avait été préparé pour Ethan. Après avoir couché Ethan, le fil de tension tendu en moi se rompit finalement, et je m'effondrai sur le canapé. En même temps que le soulagement, une vague de colère intense me submergea. Je devrais me préparer à affronter mes parents et ma sœur devant un tribunal. Il n'y avait aucun moyen qu'ils restent silencieux et acceptent cela. Avez-vous peur? Mon grand-père, qui se tenait soudain à mes côtés, me demanda calmement. Non, je ressens juste de la colère, et je pensais à ce qu'il pourrait faire ensuite. Entendant cette réponse, mon grand-père hocha la tête avec satisfaction. Olivia, écoutez attentivement. Ce n'est pas un combat que vous avez commencé. C'est une guerre qu'ils ont initiée. Et pendant la guerre, la miséricorde est inutile. Restez près d'Ethan ce soir et reposez-vous bien. À partir de demain, notre contre-attaque commence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je pus dormir profondément du fond du cœur. Ethan, peut-être s'adaptant rapidement au nouvel environnement, dormit paisiblement toute la nuit sans se réveiller une seule fois. Le calme et la sécurité du domaine de mon grand-père apaisèrent nos esprits et corps épuisés. Cependant, cette paix ne dura pas longtemps. Le lendemain matin, quand je me réveillai, je réalisai que mon smartphone vibrait sans relâche. L'écran était rempli d'un nombre incroyable d'appels manqués et de messages. Chacun d'eux provenait de mon père, de ma mère et de ma sœur. Quand j'ouvris les messages, je sentis mon cœur se glacer. Au début, ils étaient remplis d'une préoccupation feinte. « Olivia, où êtes-vous? Ethan va bien? Ne disparaissez pas sans rien dire. Vous nous inquiétez. » Mais alors que je continuais à faire défiler, le ton des messages commença progressivement à révéler leur vraie nature. « Vous êtes une mère irresponsable. Ramenez le bébé ici immédiatement. Qui diable vous a mis de telles idées stupides dans la tête? » Alors que les messages passaient progressivement de l'inquiétude aux menaces pures et simples, mon cœur se remplit d'une colère froide et brûlante. Ils croyaient toujours que j'étais aussi impuissante qu'avant. Cette arrogance était impardonnable. Et puis le message de ma sœur me blessa le plus profondément. Maman et papa sont vraiment inquiets maintenant que vous êtes partis. S'il y a eu un malentendu, je veux que vous nous parliez. Mais si vous continuez à agir égoïstement, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de témoigner que vous êtes mentalement instable et pas en état d'élever un enfant correctement. Je ne veux pas le faire, cependant. C'était une menace indubitable, sous le masque de la gentillesse. En même temps qu'ils essayaient de savoir où j'étais, ils avaient commencé à construire un faux récit pour le public et pour mon mari. Que Olivia était devenue mentalement instable et avait disparu avec son enfant sans consulter personne. Une peur glaciale me submergea une fois de plus. Juste à ce moment, on frappa à la porte et mon grand-père entra dans la pièce. Voyant la tension sur mon visage, il demanda calmement, « Qu'y a-t-il » Je tournai l'écran de mon smartphone vers lui. « S'il vous plaît, regardez. Ils viennent de m'envoyer la preuve parfaite. » Après avoir lu les messages, mon grand-père se permit un léger sourire pour la première fois. « Votre Olivia. La peur est leur arme. Et il semble que vous ayez déjà commencé à comprendre comment ils l'utilisent. » Alors que ces mots m'aidaient à retrouver un peu de calme, les deux hommes qui avaient été promis arrivèrent au domaine à l'heure prévue. L'un était l'avocat que mon grand-père avait décrit comme le meilleur d'Amérique, Monsieur Thompson. L'autre était un expert comptable judiciaire spécialisé dans les crimes financiers, Monsieur Caldwell. Ils formaient l'équipe de professionnels assemblés pour la bataille qui était sur le point de commencer. L'avocat Thompson était un homme aux yeux perçants, l'image même d'un brillant esprit juridique.
Il lut d'abord tous les messages que mes parents avaient envoyés sur mon smartphone, puis hocha la tête calmement. C'est un cas d'école de contrôle coercitif. Ils instillent la culpabilité chez la victime et la plongent dans une détresse psychologique. C'est le comportement que les tribunaux méprisent le plus. Ils ne réalisent même pas qu'ils creusent leur propre tombe. Ensuite, M. Caldwell prit place devant moi. Fidèle à sa profession d'expert en chiffres, il commença à poser des questions sur un ton extrêmement neutre, professionnel, dénué d'émotion. Mademoiselle Olivia, concernant le compte bancaire que vos parents géraient, vous souvenez-vous avoir jamais signé une procuration ou un document déléguant des droits d'accès? Non, jamais. Et le fonds fiduciaire de 150 000 $ que votre grand-père vous a offert? Même situation, n'est-ce pas? Oui. On ne m'a même pas dit qu'il existait. Après avoir entendu mes réponses, M. Caldwell commença à taper sur les touches de son ordinateur portable. Nous avons déjà obtenu des ordonnances du tribunal obligeant toutes les institutions financières pertinentes à une divulgation complète. Nous tracerons chaque flux d'argent jusqu'au dernier centime, qui l'a retiré, quand, où et dans quel but, et même la destination finale de ces fonds. Tout. Leur compétence professionnelle me donna un immense sentiment de réassurance. Ce n'était plus un récit émotionnel de vengeance personnelle mené par moi seul. C'était le recouvrement légitime de mes droits, fondé sur des faits inébranlables, la loi et les chiffres. Cet après-midi-là, le premier rapport urgent arriva de M. Caldwell, l'expert comptable judiciaire. Olivia, s'il vous plaît, écoutez attentivement et essayez de ne pas être choqué. De votre compte bancaire personnel et du fonds fiduciaire dont vous n'avez jamais été informé, près de 80 000 $ ont été retirés illégalement au total. Nous avons confirmé des dépenses pour des rénovations de la maison de vos parents, des achats d'articles de marque de luxe pour votre sœur, et même le paiement d'une croisière sur un paquebot de luxe. Je repris mon souffle. Ma mère avait dit que c'était seulement pour les courses d'éthane et les dépenses alimentaires quotidiennes. Le mensonge et l'ampleur de leur avidité cachée sous celui-ci firent brûler quelque chose au fond de moi de rage. Le chiffre de 80 000 $ était si lourd qu'il perdit presque son sens de la réalité dans mon esprit. Ce n'était pas seulement une perte financière. C'était une trahison complète de ma famille et une profanation de l'avenir de mon fils et du mien. Mon corps trembla de colère, et aucune larme ne vint. Monsieur Thompson écouta calmement le rapport de Monsieur Caldwell, mais une étincelle de colère brûla clairement dans ses yeux. Olivia, qualifier cela de simple vol ou de fraude serait bien trop doux. Cela constitue un manquement au devoir fiduciaire, une fraude financière et de multiples infractions de niveau criminel. Ce sont des actes criminels extrêmement malveillants. En parallèle avec la poursuite de dommages civils, nous envisagerons également de déposer une plainte pénale auprès du bureau du procureur. Accusation criminelle. Ces mots me coupèrent le souffle. Cela signifiait qu'il y avait une réelle possibilité d'envoyer mes propres parents et ma sœur en prison. Pendant un bref instant, l'hésitation traversa mon esprit. Mais quand je pensais à ce qu'ils avaient fait, c'était la conséquence qu'ils méritaient. Ils avaient essayé de tout me prendre, entièrement préparés à faire face aux conséquences légales. Ce soir-là, la situation s'aggrava encore. L'interphone du domaine de mon grand-père sonna. Sur le moniteur apparurent les visages de mes parents et de ma sœur. D'une manière ou d'une autre, ils avaient finalement réussi à retrouver cet endroit. Olivia, nous savons que vous êtes là. Sortez tout de suite. Le cri furieux de mon père résonna à travers l'interphone. Ma mère joua la comédie en s'effondrant en larmes tandis que ma sœur baissait la tête comme une héroïne tragique. Ce que je ressentis en regardant leur acte farcesque n'était pas de la peur mais du mépris. Mon grand-père demanda à un membre du personnel d'appeler la police presque au même moment où je sortis mon smartphone et commençai à enregistrer une vidéo. « Grand-père, s'il vous plaît, regardez », dis-je calmement, continuant à enregistrer. Tout comme l'avocat Thompson l'avait prédit, ils sont venus ici et ont créé des preuves irréfutables de harcèlement et de traque de leurs propres mains. Observant mes paroles et mes actions, mon grand-père posa une main sur mon épaule avec une expression fière et parla doucement. « Oui, exactement. Olivia, tout ira bien maintenant. » Il ne fallut pas longtemps avant que la police n'arrive, n'émette un avertissement strict à mes parents et à ma sœur, et leur ordonne de ne plus jamais approcher cette propriété. Après qu'ils eurent été renvoyés par la police, j'envoyai immédiatement la vidéo enregistrée à l'avocat Thompson. « Grand-père, comment savait-il que j'étais ici ?» Mon grand-père regarda les flammes de la cheminée et répondit calmement. Il ne savait pas, très probablement. Au lieu de cela,
Ils ont paniqué et ont conclu que c'était le seul endroit où vous pouviez aller. Il continua, s'il y a quelqu'un qui pouvait vous donner le pouvoir d'échapper à leur contrôle, c'est moi seul. Ils craignaient cela, et en même temps ils n'avaient pas d'autre choix que de tenter le coup. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'était pas une stratégie calculée. Ce n'était rien de plus que le hurlement de loup dont la proie s'était échappée. Cependant, l'avocat Thompson analysa l'incident d'une perspective différente. Alors qu'il examinait le rapport de police, il dit avec une expression sévère, en effet, leurs actions étaient impulsives, mais en même temps, cela montre qu'ils sont tellement acculés et dangereux qu'ils ignoreraient complètement les avertissements légaux. Il y a une réelle possibilité qu'ils agissent de manière encore plus imprévisible à partir de maintenant. Puis il se tourna vers moi. Olivia, vous devriez informer votre mari de cette situation. S'ils essaient de prendre contact ensuite, ce sera probablement avec votre mari à l'étranger. Il pourrait lui dire, votre femme est devenue mentalement instable et a enlevé l'enfant. Il y a une chance extrêmement élevée pour cela. Cette observation me fit halter. Je racontai alors à mon mari, Ryan, des fragments de ce qui se passait jusqu'à présent. Mes parents exploiteraient sûrement la bonne volonté de Ryan et son amour pour moi afin de le rallier à leur cause. Si cela se produisait, la situation deviendrait encore plus compliquée. Je l'appellerai en vidéo ce soir, dis-je avec détermination. Je lui dirai toute la vérité avec mes propres mots. Ce fut la prochaine épreuve que je devrais surmonter. Prenant en compte le point de vue de l'avocat Thompson, j'exprimai une autre préoccupation. Qu'en est-il de l'argent qu'il reste sur mon compte? Pourrait-il retirer tout ce qui reste? À ce moment, l'avocat Thompson détendit légèrement son expression pour la première fois. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Olivia. Immédiatement après que nous ayons déposé le rapport auprès de la police hier, nous avons demandé une ordonnance de préservation d'urgence des actifs au tribunal, et elle a déjà été approuvée. Tous vos comptes sont maintenant légalement gelés et entièrement protégés afin que personne d'autre que vous ne puisse y accéder. Monsieur Caldwell ajouta à son explication, ils ne peuvent plus déplacer un seul centime de vos comptes. Une des raisons pour lesquelles ils se sont physiquement présentés ici est que nous les avons déjà privés d'argent, leur outil de contrôle le plus puissant. Ce fait m'apporta un profond soulagement du fond du cœur. Ma contre-attaque n'était pas motivée par l'émotion seule. Des professionnels du droit et de la finance avaient régulièrement et décisivement coupé les lignes d'approvisionnement de l'ennemi, tranquillement et efficacement, sans même que je ne m'en rende compte. Cette nuit-là, je renforçai ma détermination et fis un appel vidéo à Ryan, qui était en poste dans une base à l'étranger. Alors que mon histoire se déroulait, l'expression de son visage passa du choc à la confusion, puis à une colère tranquille et bouillonnante. « Attends, Olivia. » Ryan hésita une fois, visiblement en proie à un conflit. « Ta mère m'a dit que tu étais juste un peu instable à cause de l'épuisement postpartum. » Ryan, écoute. Je le coupai et lui racontai les faits que Monsieur Caldwell avait découverts. Ils ont utilisé 50 000 $ de mon compte pour payer leurs prêts et leurs factures de carte de crédit. Ce n'est pas une illusion due à l'épuisement. Ce sont des faits qu'un expert comptable judiciaire a confirmés. Après un long silence, Ryan laissa échapper un soupir profond. Ce qui s'installa alors dans ses yeux n'était pas le doute envers moi, mais une colère froide envers ceux qui avaient essayé de nous tromper. C'est impardonnable. Ils m'ont menti aussi. Il parla de la voix calme et ferme d'un soldat. Alors, que puis-je faire? Ces mots me sauvèrent. Ils me croyaient. Vous me croyez? Bien sûr, Olivia. Vous êtes ma femme, et ce qu'ils ont fait est inacceptable. Sa voix resta calme et forte, indéniablement celle d'un soldat. J'agirai immédiatement. Je consulterai le bureau juridique militaire et demanderai toutes les formes de soutien que nous pouvons fournir. Et s'il vous plaît, transmettez mes salutations à votre grand-père. Dites-lui que je lui suis reconnaissant de vous protéger, vous et Ethan. Après avoir mis fin à l'appel, je regardai fixement l'obscurité au-delà de la fenêtre. Je n'avais plus peur de rien. Avec Ryan fermement de mon côté, notre contre-attaque s'accéléra encore davantage. Par l'intermédiaire du bureau juridique militaire, Ryan prépara des documents prouvant que cette affaire constituait une exploitation malveillante de la famille d'un militaire et les envoya à l'avocat Thompson. Il pensait qu'il trompait simplement une femme au foyer ordinaire. Ils se rendront vite compte de ce que signifie s'en prendre à la famille d'un militaire américain. Cette documentation devint une arme puissante, renforçant la légitimité de notre affaire devant le tribunal. Dès le lendemain, notre contre-attaque entra dans une nouvelle phase.
Sous le commandement de l'avocat Thompson, les préparatifs d'une victoire décisive au tribunal commencèrent sérieusement, les preuves étant systématiquement assemblées pièce par pièce. De plus, son équipe découvrit une autre pièce à conviction décisive. C'était un document légal officiel créé lorsque mon grand-père me donna 150 000 $ en cadeau à vie. Ce document stipulait clairement que le but des fonds était pour Olivia elle-même et pour l'éducation et l'avenir de son enfant. Les actions de mes parents constituaient une violation manifeste de cet accord de fiducie. C'est une preuve irréfutable et parfaite, déclara Thompson avec confiance en tenant le document entre ses mains. Au tribunal, ils n'auront d'autre choix que d'admettre qu'ils se sont livrés à une conduite frauduleuse délibérée. Jour après jour, chaque nouvelle preuve rapportée amplifiait ma colère, tout en m'apportant un étrange sentiment de calme. Ce n'était plus une dispute familiale émotionnelle. C'était un processus juridique dans lequel chaque pièce à conviction prouvait objectivement leur crime. Pas à pas, nous nous rapprochions d'eux. Le flux d'argent, les documents légaux, les rapports de police et le soutien militaire. Le château de mensonges qu'ils avaient construit était sur le point de s'effondrer. Le jour où toutes les preuves furent enfin rassemblées, l'avocat Thompson convoqua mon grand-père et moi à son bureau. Sur la table s'empilaient d'épaisses piles de dossiers. Ils étaient un symbole de notre fureur silencieuse. Tout est prêt, dit-il en prenant l'un des dossiers. C'est la version finale de la plainte à déposer auprès du tribunal de district. Elle vise des dommages et intérêts, le retour de tous les actifs qui ont été retirés illégalement, et une ordonnance restrictive permanente contre vos parents et votre sœur, continua-t-il. Au moment où cette plainte sera acceptée et signifiée, la vraie bataille commencera. Il n'y aura pas de retour en arrière. Olivia, je dois confirmer votre décision finale. Je n'hésitai pas une seule seconde en réponse à cette question. Ce qui me vint à l'esprit fut le désespoir que je ressentis ce jour glacial, marchant sur la route en tenant Ethan dans mes bras. Je ne veux plus jamais revivre cela. Et je ne laisserai jamais mon fils le vivre non plus. S'il vous plaît, continuez. Je me battrai. Quelques jours plus tard, la plainte fut officiellement acceptée et envoyée au domicile de mes parents par un officier de justice. Cette simple feuille de papier fendit profondément les murs de contrôle qu'ils avaient construits. Et puis vint le jour du destin où je me tins devant le palais de justice avec mon grand-père. J'avais confié Ethan à une babysitter fiable. Au-delà des lourdes portes se trouvait l'endroit où je couperais les ponts avec mon passé. Prenant une profonde inspiration, nous entrâmes. À l'intérieur de la salle d'audience, je vis les visages de mes parents et de ma sœur pour la première fois depuis longtemps. Ils étaient accompagnés de leur avocat, mais l'arrogance qu'ils affichaient autrefois si ouvertement avait disparu. À sa place se trouvait l'épuisement et une anxiété indubitable. Quand nos regards se croisèrent, ils détournèrent maladroitement les yeux. En voyant cela, je le savais avec certitude. L'équilibre des pouvoirs avait déjà basculé, à partir de ce jour même. Bientôt, le juge entra, et la salle d'audience fut enveloppée de silence. Mon cœur battait violemment. Pourtant, étrangement, je ne ressentais aucune peur. Le profil calme et résolu de mon grand-père assis à mes côtés me donna du courage. L'avocat Thompson se leva et commença discrètement son argument. Le dernier acte de notre contre-attaque avait commencé. La présentation des preuves de l'avocat Thompson fut impeccable. Les messages vocaux enregistrés de ma mère, dans lesquels son ton changeait brusquement, et les rapports détaillés retraçant le flux d'argent exposèrent leurs mensonges les uns après les autres. La défense affirme que ces dépenses étaient destinées aux frais de subsistance de la famille. L'avocat Thompson désigna les relevés affichés à l'écran avec un pointeur laser. Cependant, ce qui est listé ici est un sac à main de marque de luxe acheté par la sœur cadette, 5 000 $. Et ici, une croisière de luxe dont les parents ont profité, 10 000 $. S'agit-il vraiment de dépenses de subsistance qui devraient être utilisées au lieu de soutenir une fille s'occupant d'un nouveau-né? Un murmure bruyant parcourut la galerie. Ma sœur se couvrit le visage, et les lèvres de mon père tremblèrent d'humiliation. L'avocat de la défense tenta une dernière résistance. La plaignante n'était-elle pas dans un état mental instable à l'époque en raison d'une dépression postpartum? N'est-il pas possible qu'elle ait nourri des délires qui l'ont amenée à voir ses parents négativement? À cette question insultante, une agitation parcourut la salle d'audience. Je le regardai droit dans les yeux et répondis clairement à travers le microphone. Non, il est vrai que j'étais instable. Cependant, la cause n'était pas la dépression postpartum. C'était le résultat d'un contrôle psychologique et financier constant imposé par vos clients. Quand la dignité d'une personne est bafouée jour après jour,
n'importe qui deviendrait instable. Puis, depuis la barre des témoins, je fixais mon regard directement sur les 3 personnes assises à la table de la défense. Je croyais que vous étiez ma famille, mais vous avez trahi cette confiance. Je montrai le rapport à l'écran montrant le flux d'argent. Voici le relevé de paiement pour un sac de marque de luxe de $5000 acheté par Marie. Ce jour-là même, j'ai dit à ma mère que je n'avais pas assez d'argent pour le lait maternisé d'Ethan. Et je me suis fait gronder et on m'a dit que c'était parce que je gaspillais trop. Le jour où vous êtes parti pour une croisière de $10 000, je marchais sur une route glaciale en poussant un vélo avec un pneu crevé. Je continuais, ce que vous m'avez pris n'était pas seulement de l'argent. Vous m'avez pris la confiance et la dignité que j'aurais dû avoir en tant que mère et en tant qu'être humain. Vous m'avez traité comme une enfant impuissante et incapable et avez essayé de me convaincre que tout contrôler était de l'amour. Je fis une pause et les regardai chacun dans les yeux. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle et c'est de l'exploitation. Je ne suis pas votre propriété, déclarai-je clairement. Je n'ai plus peur de vous. Aujourd'hui, je romps les liens avec notre passé. Il n'y a plus de place pour vous dans notre avenir. Quand mes mots s'achevèrent, la salle d'audience fut enveloppée d'un silence complet, et mon père commença à pleurer doucement. Ce furent les larmes qui marquèrent la fin de son contrôle. Lorsque mon témoignage fut terminé, la salle d'audience tomba dans un silence comme si de l'eau y avait été versée. L'avocat de la défense tenta d'offrir une forme de réfutation, mais ses mots étaient faibles et n'atteignirent plus le cœur de personne. Devant la lumière écrasante de la vérité, chaque mensonge ne put que se retirer dans l'ombre. Toutes les procédures étant closes, le juge ouvrit calmement la bouche. Sa voix était solennelle et dépourvue de toute émotion. Après examen de toutes les preuves présentées, ce tribunal rend le jugement suivant. Le juge aborda d'abord le flux d'argent. Le tribunal constate clairement que les défendeurs ont retiré illégalement un total de près de $80 000 des comptes de la plaignante et l'ont utilisé à leurs propres fins. En conséquence, les défendeurs sont condamnés à indemniser la plaignante pour la totalité du montant retiré illégalement, majoré des intérêts de retard applicables. Ensuite, la Mercedes-Benz. Le tribunal constate également que les défendeurs ont illégalement possédé le véhicule offert à la plaignante par son grand-père. Le véhicule sera immédiatement restitué à la plaignante. Enfin, le juge fixa mes parents et ma sœur d'un regard sévère. Le problème le plus grave est l'abus domestique psychologique et financier que les défendeurs ont infligé à la plaignante. Cela constitue une forme extrêmement malveillante de contrôle coercitif qui a exploité la confiance inhérente à une relation familiale. Le juge marqua une brève pause, puis rendit la décision finale. En conséquence, le tribunal délivre par la présente une ordonnance de protection permanente interdisant aux défendeurs d'approcher la plaignante, Olivia, et son fils Ethan. Toute violation de cette ordonnance entraînera une arrestation et un emprisonnement immédiat. Le marteau frappa et tout fut terminé. Je serrai fermement la main de mon grand-père alors qu'il était assis à côté de moi. Puis j'exhalai profondément et lentement. C'était la première vraie respiration que j'avais pu prendre du fond de mon cœur depuis plus d'1 an. Plusieurs mois plus tard, je tenais les clés de mon propre appartement dans ma main. Ethan dormait sur la banquette arrière, et dans mes mains était le volant de cette Mercedes-Benz argentée. Avec le soutien de mon grand-père, notre nouvelle vie avait commencé tranquillement. Quant à ce qu'il advint d'eux, selon le rapport final de l'avocat Thompson, ils furent contraints de vendre leur maison afin de payer la compensation ordonnée par le tribunal. Marie, privée de la Mercedes par ordonnance du tribunal, ne put plus maintenir son ancien style de vie luxueux. Leur réputation au sein de la communauté locale s'effondra, et leurs anciens amis se sont tous éloignés, coupant complètement ces relations. Et les 3 personnes qui me contrôlaient autrefois, ayant tout perdu, se retrouvèrent sans même un espace de respiration émotionnelle, passant maintenant leur journée dans un petit appartement loué, se rejetant mutuellement la faute de leurs échecs. Le royaume de mensonges qu'ils avaient construit était si fragile qu'il s'effondra sous son propre poids. Je ne pense plus à eux. Devant moi se trouve le sourire de mon fils, que je dois protéger, et la chaleur du soutien indéfectible de mon grand-père. Plus jamais leur ombre ne s'étendra sur notre avenir. Le combat est terminé.